Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 39, et je vous propose ici une petite curiosité. Que dire de l'injectivité et de la surjectivité de l'application alpha définie sur un ensemble de fonctions vers un même ensemble de fonctions, comme vous pouvez le voir ici. Si on joue avec l'espace de fonctions dans lequel on travaille, donc c'est-à-dire que dans un premier temps on va étudier alpha dans le cas où on travaille avec les fonctions c infini de R vers R, puis dans un second temps on travaillera la fonction alpha en l'étudiant cette fois-ci dans l'espace des fonctions polynomiales, et donc plus précisément des polynômes à coefficients réels. Ça revient à la même chose. Bon voilà, pour cet exercice j'ai pas forcément grand chose à dire, c'est un exercice pas trop difficile en soi. Ça requiert essentiellement des choses de première année et plutôt de deuxième partie de première année de classe préparatoire en général, puisque bon vous pouvez peut-être le pressentir, mais il va y avoir peut-être une question d'équation différentielle qui va apparaître. Et puis si vous avez l'œil, vous avez pu remarquer que l'application alpha, c'est pas n'importe quoi comme application alpha. Bon, sans en dire davantage, en tout cas, on sent qu'il y a des outils qui vont servir là-dedans. Et ces outils, c'est plutôt des choses qu'on voit en première année de classe préparatoire. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de background. Et puis il n'y a pas non plus une grosse histoire à raconter derrière cet exercice. Juste vraiment le côté de curiosité, puisque vous allez être assez surpris, enfin je l'espère, et du coup assez intéressé, par ce qui va se produire suivant sur quel espace vectoriel on travaille. C'est ça qui va être assez étonnant. Et donc c'est pour ça que je vous le propose en exercice de colle. Bon, je pense avoir dit l'essentiel, donc sur ce, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit. On est parti ? Bon, alors c'est vraiment pas un exercice très difficile, contrairement à plein d'autres exercices qu'on a pu faire ensemble dans les précédents exo de colle ou petit exo de colle. C'est vraiment un truc bien tranquille, mais quand même, je pense que cet exercice a un intérêt, au sens où, bon, certes, ça permet de réviser des choses en première année, et donc, je suis encore content de pouvoir proposer des exercices qui sont plus adaptés pour des premières années de classe préparatoire, c'est toujours ça, mais ce qui va être très important ici, c'est, je pense, le résultat qui va découdre de cette étude, puisque vous allez être, je pense que, et j'espère que vous allez être assez étonné de ce qui va se produire. Et à la suite de ça, je vous inviterai fortement à essayer de garder cet exemple au chaud quelque part pour éviter de dire des bêtises par la suite, et pour vos révisions pour les concours ou des trucs comme ça plus tard. C'est vraiment, je pense que c'est quand même un très bon exemple, même si voilà, encore une fois, l'exercice ne va pas être très difficile, mais c'est vraiment le résultat qu'on va obtenir pour chacun des espaces qui va être assez important, je pense. Et du coup, ça donne l'intérêt. Alors bon, allez, trêve de discussion autre par rapport à cet exercice, on est parti. Travaillons donc dans l'espace des fonctions c infini de 1 vers 1. Bon. Alors, je remarquerai tout de suite, c'est la première chose qu'il faut voir, et je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je le dis. Alpha est une application linéaire, et en plus de ça, c'est pas très difficile de vérifier que si je prends une fonction c infini ici, je me retrouve avec une fonction c infini ici. Je pense que c'est assez clair. Fonction c infini, je dérive une fonction c infini, ça reste une fonction c infini. Je multiplie par une fonction c infini, ça reste une fonction c infini. Là, ici, je multiplie, pas de problème. Somme, pas de problème. Donc voilà, alpha est un endomorphisme. Donc c'est une application linéaire de E vers E. Donc un endomorphisme d'espace vectoriel. Pour rappel, un endomorphisme d'espace vectoriel a le bon goût de vérifier la chose suivante. Alpha de f plus kg, c'est égal à alpha f plus k fois alpha de g. Bon. Et donc la linéarité est vérifiée parce que la dérivée, le fait de faire la dérivée d'une fonction, c'est linéaire. Quand vous avez une somme de fonctions, vous dérivez, ça fait la somme des dérivées. Si vous multipliez par une constante, ça fait la constante fois la dérivée de la fonction. Donc tout va bien, la constante sort. Vous multipliez par une autre fonction, ça reste linéaire. De l'autre côté, vous avez une autre fonction linéaire ici, donc multiplié par une fonction, c'est une application linéaire. Et du coup, vous vous retrouvez à faire une soustraction de deux applications linéaires.
Donc voilà, alors voilà comment on peut justifier assez rapidement à l'oral, sans avoir besoin de faire les calculs, que cette fonction est bien, enfin que cette application alpha est bien une application linéaire. Donc par contre, j'attire votre attention sur le fait que là on est en train d'étudier une application linéaire qui va des fonctions vers les fonctions. Si on veut manipuler l'application linéaire, il faut vraiment se lancer à la manipuler pour n'importe quel x dans R. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je veux, pour montrer cette égalité là-haut, par exemple, il faut vraiment faire alpha de f plus kg de x, et je veux montrer que c'est égal à alpha de f de x plus k fois alpha de g de x. Et je veux montrer ça pour tout x réel. D'accord? Donc il faut vraiment l'évaluer en chaque valeur réelle. Hein, c'est important, il faut vraiment comprendre qu'on travaille avec une application linéaire qui va des fonctions vers les fonctions. D'accord? Donc prenez vraiment le temps, pour ceux qui ont du mal à visualiser les choses, prenez vraiment le temps, écrivez-le et vous allez voir, ça va vraiment tout seul. Et ce que j'ai dit sur la linéarité de la dérivée ou de multiplication par des fonctions et tout ça, vous allez le voir intervenir petit à petit dans votre calcul. Donc vraiment, voilà. C'est pour ça que je ne vais pas l'écrire parce que c'est pas quelque chose de très difficile à faire. Mais je vous invite fortement à le faire parce que bon bah c'est quand même ici une manipulation de notation, donc bon c'est pas voilà, faut savoir le faire quoi. Disons ça, faut savoir le faire. Bon, alors maintenant que je sais que c'est une application linéaire de VRE, tout ce qu'il me suffit de faire, c'est d'étudier le noyau et l'image. C'est tout. Alors bon, bah, commençons par la chose la plus simple, regardons le noyau. Alors c'est pas toujours le plus simple, hein. Je dis ça comme ça, mais c'est parce qu'en effet, le réflexe qu'on vous a habitué à faire, en tout cas quand on étudie une application linéaire, c'est d'étudier le noyau. Mais il peut y avoir, pour certains exercices, une certaine facilité à décrire l'image plutôt que de décrire le noyau en premier. Bon. Là, ici, on va pas s'embêter, on fait une chose mécanique, pas de problème. Je vais tout de suite étudier le noyau comme on fait d'habitude, comme on a le réflexe de. Mais j'aimerais quand même vous dire que c'est pas toujours la chose la plus facile. C'est très souvent la chose la plus facile, mais il peut arriver que dans certains exercices, ce ne soit pas forcément le plus facile, c'est plutôt de regarder l'ensemble image. Mais bon, voilà, c'est assez rare quand même de tomber sur des exercices comme ça. Alors voilà, je vais prendre f, une fonction qui est dans le noyau, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, pour tout x, dans les réels, j'ai que x carré plus 1 fois f' de x moins x f de x égale 0. Très bien. Et là, vous devriez reconnaître une équation différentielle du premier ordre, linéaire. Bon. Donc voilà, alors là on est habitué, hein, c'est quelque chose de pas très difficile à manier. Juste une chose assez intéressante qu'il faut noter, c'est que le coefficient qu'il y a devant f' n'est pas nul, hein, et il ne s'annule pas sur R. Donc du coup, il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour résoudre cette équation différentielle. Parce que bon, il y a des exercices que vous avez peut-être déjà fait sur les équations différentielles où il peut y avoir des problèmes. Et essentiellement, les problèmes interviennent quand le coefficient devant la dérivée s'annule. Pour donner un exemple très simple, si j'avais fait x f' de x plus f de x égale 0, bah là vous voyez déjà qu'il va y avoir un problème si vous cherchez à résoudre, parce que le truc que vous voulez faire c'est diviser par x normalement. Et quand vous allez diviser par x, après vous allez vous retrouver avec du ln, et du ln avec de la valeur absolue qui va intervenir. Et du coup on voit qu'il y a un problème de continuité, tout ça qui va se produire en 0. Et en 0, bah, c'est notamment là où s'annule la fonction par laquelle on a multiplié f' de x. D'accord? Ici, c'est x carré plus 1, donc il n'y a aucun problème sur la bonne définition de ma fonction f, surtout R. Donc il n'y a aucun souci, si là je me lance à résoudre cette équation différentielle, il n'y a pas de problème. Donc je peux diviser par x carré plus 1, j'obtiens f' de x moins x sur x carré plus 1 f de x égale 0, donc pour tout x. Et donc comme on a maintenant, j'espère que vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui ont vu les équations différentielles, et j'avais déjà fait des exercices sur les équations différentielles auparavant, eh bien là on doit donner les solutions homogènes, hein, c'est une équation homogène, le second membre est nul, donc je dois donner les solutions homogènes de cette équation différentielle, et les solutions homogènes s'écrivent
Et donc ça veut dire que ma fonction f, puisqu'il n'y a pas de second membre, ma fonction f peut s'écrire une constante k fois exponentielle de moins une primitive de ce qui se trouve ici. Mais une primitive de ce qui se trouve ici, vous remarquerez que le moins, déjà moins ça deviendra plus, donc je peux ne pas me préoccuper du moins. Et par contre, primitive de la fraction qui est ici, je me retrouve avec quelque chose de la forme u' sur u. Peu de choses près parce qu'il manque un x2. Mais je fais x2 divisé par 2 et les choses sont réglées. Donc je me retrouve avec moins, donc plus finalement. Donc plus 1 demi de ln de x carré plus 1. Et donc par conséquent, j'obtiens k fois racine carrée, si je manipule l'exponentielle comme il faut, racine carrée de x carré plus 1. Et voilà, et on peut s'assurer que la fonction que je viens de vous donner là est bien une fonction c infinie, étant donné que x carré plus 1 est une fonction c infinie et elle a la valeur sur des valeurs positives, enfin elle est à valeur sur des valeurs supérieures ou égales à 1, et on sait que la fonction racine carrée elle est dérivable sur r plus étoile, donc composée de deux fonctions dérivables sur les bons domaines, ça me donne une fonction dérivable, et même ici une fonction dérivable une infinité de fois. Donc il n'y a aucun problème, la fonction f que je viens d'obtenir est bien une fonction c infinie de 1 vers r, d'accord. Peu importe la valeur de k, parce que du coup j'ai oublié de dire, mais il existe un k dans r qui vérifie ça. Et donc, eh bien, je viens de vous donner donc un élément qui est dans le noyau. Et je viens de vous donner en fait une droite de solution qui est dans le noyau. Donc je viens de décrire totalement le noyau. Le noyau, c'est en fait vect de la fonction qui à x associe racine de x carré plus 1. Donc c'est une droite, un espace vectoriel de dimension 1. Pas de problème. Bon voilà, donc qu'est-ce que je conclus? Comme le noyau n'est pas égal à 0, c'est pas l'espace nul, ou juste, voilà. Donc j'en déduis que alpha n'est pas injective. Bon, alors maintenant il faut étudier la surjectivité. Donc la surjectivité, comme d'hab, je vais prendre une fonction g dans C infini de R, et puis je vais dire G c'est l'image d'un certain f, et puis on va essayer de résoudre pour essayer de trouver f. Mais vous allez vous rendre compte que faire ça, c'est encore une fois résoudre une équation différentielle. Je vais passer ça parce que ça ne sort pas grand chose là. Hop. Alors voilà, donc maintenant je prends soit G dans l'image, donc si je prends G dans l'image, en fait je peux même juste dire G, je vais pas prendre G dans l'image, je veux juste prendre G dans C infini de R de R, une fonction C infini de R de R, et je veux résolvons l'équation, parce qu'on a affaire à une équation différentielle. Donc résolvons l'équation différentielle suivante, et bien c'est g de x égale x carré plus 1 f' de x moins xf de x. Voilà. Donc on veut résoudre cette équation différentielle. On a déjà résolu l'équation homogène tout à l'heure, donc je peux déjà écrire que les solutions homogènes s'écrivent f0 de x, c'est k fois racine de x carré plus 1. Et donc si je veux résoudre cette équation différentielle jusqu'au bout, là ici g étant une fonction un peu quelconque, bon c'est infini certes, mais tout de même quelconque, puisque j'ai pas d'expression explicite qui me donne une forme de g, et j'ai pas le choix, il faut que j'utilise la méthode de variation de la constante. La méthode de variation de la constante, ça marche comment? Je remplace la constante k par une fonction k de x. Okay, et donc j'affirme qu'il existe une solution particulière, je note fp de x, qui peut s'écrire sous la forme k de x fois racine de x carré plus 1. Et donc on résout comme ça en utilisant cette chose-là, et en utilisant cette chose-là, en remplaçant fp dans l'équation que nous avons ici, normalement on devrait trouver quelque chose du genre x carré plus 1 fois k' de x
fois racine de x carré plus 1, ça doit être égal à g de x. Voilà l'équation, ce à quoi va se simplifier l'équation. Et je vous fais remarquer que quand vous dérivez un produit, et que en effet, on va se retrouver avec k de x fois la dérivée de ce truc-là, fois ce truc-là, ok, moins x fois k de x fois cette fonction-là, mais je vous rappelle, enfin, vous remarquerez que k de x pourra être mis en facteur comme une constante, comme ça serait le cas pour les solutions homogènes, et comme racine carrée de x carré plus 1 est une solution homogène, bah vous allez avoir une simplification de l'équation, donc tout ce qui dépend de k va se simplifier. Je rappelle simplement le cours là, pour vous dire pourquoi je me retrouve avec vraiment ça à la fin. Mais bon, si vous voulez vous en convaincre, en tout cas si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de dire, n'hésitez pas à faire un petit détail et vous allez voir là la simplification apparaître, il n'y a aucun problème. Bon bref, donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que k' de x, ça va être g de x divisé par, bon disons pour simplifier, x carré plus 1 à la puissance 3 demi en bas. D'accord, donc 1 demi plus 1, 3 demi. La fonction que je viens d'écrire, c'est une fonction c infini, il n'y a aucun problème, de r vers r, puisque la fonction qui est en bas, encore une fois, il n'y a aucun souci, c'est une fonction qui est, donc x carré plus 1, qui est positive, qui est c infini, blablabla, donc si j'applique la fonction puissance 3 demi, les fonctions de puissance, avec une puissance n'importe laquelle, et bien une fonction c infini de r+, plus précisément de r plus étoile, vers r, disons. Donc ça c'est bien une fonction c infini, et puis bon bah les valeurs qui sont prises par cette fonction sont non nulles, donc pas de souci. Et je multiplie par g de x c'est une fonction c infini, donc pas de problème non plus. Ok, donc la vie est belle si je puis dire, et on obtient que k de x est une primitive de g de x fois x carré, enfin divisé par x carré sur 3 demi. Ainsi, k de x. Et là, la primitive, je peux choisir n'importe quelle valeur, donc je peux écrire une intégrale. Tant qu'à faire, bon, on va pas se rendre la tâche difficile, je vais prendre une primitive qui s'annule en 0. Pourquoi pas? Donc je vais prendre l'intégrale de 0 à x, pardon, de g de t sur t carré plus 1 à la puissance 3 demi dt. Et voilà, et il est dit que donc de tout ce qu'on vient d'étudier, k de x est bien une fonction qui va être c infini, puisque je suis en train de faire une primitive d'une fonction c infini. Et un produit d'une fonction c infini par une fonction c infini, ça donne une fonction c infini de r vers r. Pas de problème. Donc la solution particulière peut s'écrire, et je vais juste écrire f de x, une solution particulière, ça peut être, donc, alors il faut que je multiplie par racine carrée de x carré plus 1, donc ça fait racine carrée de x carré plus 1 fois cette primitive, 0 à x, g de t sur t carré plus 1 à la puissance 3 demi dt. Et cette fonction est bien une fonction c infini, comme on vient de le justifier étape par étape. Pas de problème. Alors vous pourriez me dire, oui, j'ai pas donné toutes les solutions, d'accord, bah, vous pouvez ajouter les solutions homogènes. Mais moi, peu m'importe, ce que je viens de faire là, c'est que je vous ai donné un antécédent par la fonction alpha, puisque là, je vous ai dit, ok, j'ai g de x qui est égal à alpha de f, et j'ai été capable de vous en donner un antécédent. J'ai été capable de trouver f de x. Ok? Et je l'ai fait en prenant n'importe quelle fonction g qui est dans c infini de r. Donc ça veut dire que ma fonction alpha est surjective. Donc l'image, c'est tout c infini de r. Je sais pas si c'est surprenant pour vous, mais en tout cas, ça l'est un petit peu quand même. Parce que bon, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'on puisse faire tout le tour. À part si on a un peu l'habitude de résolution d'équations différentielles. Mais en tout cas, on pouvait peut-être s'attendre à autre chose. Pas forcément à ce que ce soit totalement surjectif. La réponse est, bah non, c'est surjectif. Il n'y a aucun problème. On peut vraiment faire le tour de n'importe quelle fonction c infini de r vers r. C'est quand même assez restrictif d'avoir des fonctions c infini de r vers r. Quand même. C'est des fonctions infiniment dérivables, hein, on n'a pas des masses, hein, si on y réfléchit un peu. Bon, on en connaît beaucoup parce que bah, on étudie beaucoup des fonctions qui sont comme ça, mais si on y réfléchit un peu, il suffit de faire une petite subtilité et ça y est, c'est fini, c'est plus c'est infini. Justement. C'est fini, c'est pas c'est infini. C'est quoi ce jeu de mots là? Bon, enfin bref. Donc tout ce que je veux dire, c'est que voilà, là vraiment c'est des fonctions super régulières, donc il n'y a aucun problème.
tout se passe à merveille. Donc les résolutions vraiment se font tout doucement, tout tranquillement. Et on notera aussi le fait que là, on avait affaire à une équation différentielle où le coefficient qu'il y avait devant la dérivée est une fonction qui ne s'annule pas sur R. Si ça s'annulait sur R, on aurait eu des problèmes. Et du coup, peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir d'antécédent. Donc c'est vraiment parce qu'on travaille d'une part sur C infini de R et d'autre part parce que le coefficient qui est ici devant la dérivée ne s'annule pas. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, je pense. Bon, alors maintenant, on change d'espace et donc je vais changer de couleur, je vais mettre du jaune. Et on va travailler dans R crochet X. Donc c'est toujours un endomorphisme, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand je prends un polynôme, quand je dérive un polynôme, ça reste un polynôme. Quand je multiplie par un polynôme, ici x carré plus 1, ça reste un polynôme. Et puis là, je suis soustrait par une autre application linéaire qui est aussi un polynôme multiplié par un autre polynôme. Pas de problème. Donc du coup, j'ai bien un endomorphisme qui va de l'espace des polynômes vers l'espace des polynômes. Ça, c'est bien. Alors maintenant, qu'en est-il du noyau de alpha? Alors je vais prendre un polynôme là-dedans. Ok? Un polynôme là-dedans, ça veut dire que j'ai x carré plus 1 fois p' de x moins x fois p de x égale 0. Et là, on va dire qu'il peut y avoir deux équipes. Deux façons de réfléchir. Moi, je vais vous proposer une façon de réfléchir utilisant ce qu'on vient de faire. Il y aura une autre façon de réfléchir en étudiant qu'est-ce qui se passe quand je regarde l'image de chaque élément de la base. On va y revenir parce que je vais en avoir besoin pour la question de surjectivité. Mais j'aimerais juste vous proposer une autre possibilité de résolution pour se rendre compte que finalement on pourrait peut-être se lancer à une résolution peut-être un peu étonnante, mais en tout cas qui marche aussi. Donc si je regardais le polynôme comme une fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai x carré plus 1 fois p' de x. Donc là, je remplace le grand X par petit x pour faire comprendre que je travaille avec une fonction. X, p de x. Et on a vu, il y a quelques instants, que du coup, ça signifiait que p de x, ça doit être un multiple de racine carrée de x carré plus 1. Et là, on peut remarquer quelque chose. La fonction que je viens de vous donner... La fonction que je viens de vous donner, c'est une fonction qui ne s'annule pas déjà, surtout R. Bon. Et en plus de ça, c'est pas une fonction... on peut se poser la question, est-ce que c'est une fonction polynomiale ou pas? Ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on va essayer de trouver un polynôme. Et pour trouver un polynôme, ce qu'on peut faire, c'est regarder des limites de ce polynôme quand x tend vers plus infini. Donc là, par exemple, si je dis que p de x divisé par x, si je regarde ça c'est donc k fois, d'après ce que je viens de résoudre. Donc là, je veux juste expliquer pourquoi ce truc-là, c'est pas un truc, c'est pas un polynôme c'est pas un polynôme. Voilà, je veux juste montrer pourquoi ça, c'est pas un polynôme. Donc, alors, en fait, j'ai juste besoin de faire ça, donc peut-être que je peux oublier le k un instant, d'accord? On peut prendre juste k égale 1 pour l'instant, et puis si on résout le problème pour k égale 1, on a résolu le problème pour tout le monde. Sauf pour k égale 0, qui est la seule valeur pour laquelle on a bien un polynôme. Donc si je fais ça, et que je regarde la limite, quand x tend vers plus infini, eh bien j'obtiens 1. J'obtiens 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le polynôme que j'ai ici, ça doit être un polynôme de degré 1, au plus 1. Donc, P de P, le degré de P, est inférieur ou égal à 1. Étant donné, et c'est même, pour être plus précis encore, c'est pas juste inférieur ou égal à 1, c'est même égal à 1. C'est même égal à 1. C'est même égal à 1 parce que, comme vous voyez ce calcul-là, ça veut dire que le terme... Donc si le polynôme était de degré, donc on peut faire le raisonnement comme ça. Si le degré du polynôme de P était plus grand que 1 strictement, eh bien on aurait que la limite, quand x tend vers plus infini, de P de x sur x,
en valeur absolue, ça tendrait vers plus infini. Là, si je mets des valeurs absolues, ça tend pas vers plus infini. Donc ça peut pas être un polynôme de degré supérieur strict à 1. Et puis si j'avais pris un polynôme de degré nul, là j'aurais la limite qui serait égale à 0. La même limite qui serait égale à 0. Et c'est pas non plus ce qui se passe. Là, j'ai une limite qui vaut 1. Donc le seul moyen pour qu'un polynôme divisé par x donne une limite non nulle, c'est que le polynôme est de degré exactement 1. Et en plus de ça, je peux donner la valeur de son coefficient dominant, c'est 1. D'accord? Donc bon, j'espère que vous êtes convaincus par ce que je viens de faire là. Et du coup, ça veut dire que mon polynôme, P de x, s'écrirait x, bon, quitte à choisir la racine, je peux écrire moins, peut-être pas alpha, c'est peut-être pas un bon choix alpha, moins, disons, j'en sais rien moi, a, voilà, ouais, x moins a, ok, avec a, comme a est un réel, que je mette moins a ou plus a, ça change rien. Bon, très bien. Sauf que, maintenant que j'ai fait ça, et que je sais que le polynôme doit être de degré 1, si ce truc-là devait être, donc si p de x égale ça, et que je dis que ça doit être un polynôme, j'obtiendrai que le polynôme doit être de degré 1, et qu'il doit s'écrire sous cette forme. Or, si je calcule en a, j'ai d'un côté 0, parce que là je suis en train de dire x moins a, donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai racine carrée de a carré plus 1, qui est non nul. Conclusion. La fonction f qui a x associe racine carrée de x carré plus 1 n'est pas polynomiale. C'est pas mal comme façon de montrer qu'une fonction n'est pas polynomiale. Donc voilà, donc si c'était un polynôme, on peut montrer que ça devait être un polynôme de degré 1, parce qu'il suffit de diviser par x et de regarder la limite en plus infini, tout bêtement. Et une fois qu'on a ce résultat-là, on a un polynôme de degré 1, et en plus de ça, on peut préciser le coefficient parce qu'on connaît la limite, donc c'est une valeur qui vaut 1 ici. Donc on a un polynôme de degré 1, et quand on a un polynôme de degré 1, il y a une racine, qui est ici en plus réelle. Et donc là, on est en train de dire que si je l'évalue en cette racine, il y a un problème, il y a un conflit. D'un côté, je dois avoir 0, de l'autre côté, je dois avoir un truc qui n'est pas égal à 0. Donc voilà, ça m'amène à une contradiction. Donc cette fonction-là n'est pas polynomiale. Et donc c'est pas la peine de chercher à prendre un multiple non nul de cette fonction, ça va pas être polynomial. Conclusion de tout ce raisonnement, j'en déduis que P égale 0. Par ce raisonnement, on a que ici P était égal à K fois racine de x carré plus 1. Ça implique ici que K égale 0, puisque ça c'était pas polynomial. Polynomial. Une autre façon de répondre à ça aussi, c'est qu'on aurait pu remarquer que la dérivée 2 fois, ou on aurait pu montrer plutôt que la dérivée n fois n'était jamais nulle. Ça aurait pu être un moyen, mais bon, c'est quand même... Enfin, n'était jamais nul. Il pouvait y avoir des endroits où ça s'annulait aussi, c'est ça qui est peut-être un peu embêtant avec cet autre raisonnement. On aurait pu essayer de se dire, oui, pour qu'une fonction soit polynomiale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dérivée énième qui vale 0, blablabla. Bon, peut-être qu'on aurait pu combiner un peu les deux et dire, là j'ai un polynôme de degré 1, donc ça veut dire que si je dérive 2 fois, ça va faire 0. Et de ce côté-là, la fonction que j'ai ici, si je dérive 2 fois, ça fait pas 0. On aurait pu peut-être s'en sortir comme ça pour borner le nombre de fois où on doit dériver, mais bon. Ou alors juste dire j'ai un polynôme de degré n, si on veut vraiment se lancer à calculer la dérivée n-ième de racine carrée de x carré plus 1. Là c'est à votre loisir. Mais bon, moi je propose cette résolution et bon, j'espère que ça vous plaît. C'est une résolution quand même assez... peut-être un peu étonnante, mais assez intéressante je pense. Et donc voilà une façon de montrer qu'une fonction n'est pas polynomiale. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? Eh bien je viens de vous montrer que le noyau de l'application c'est 0. Et donc ça veut dire que la fonction est injective. C'est pas marrant ça? Donc je fasse là. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si vous avez besoin de reprendre des notes. Mais là, donc le premier point, j'en déduis que alpha est injective. C'est marrant quand même. Elle n'était pas injective quand je travaillais de C infini de R vers C infini de R, mais elle le devient maintenant que je travaille sur les fonctions polynomiales.
qu'en est-il maintenant de la surjectivité? Et pour la surjectivité, bah, je vais faire quelque chose. Je vais étudier le degré du polynôme que j'ai ici. Ok, alors on va l'appeler Q. Q de x. Faisons Q de x égale ça. Donc ma question est, quel est le degré de ce polynôme? Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je dise quoi que ce soit, bien sûr, comme d'habitude. C'est une petite question, faut pas tomber dans le piège. Bon, alors j'espère que vous avez réfléchi un petit peu. Ça va dépendre du degré de P au départ. Et en fait, on peut montrer que si le degré de P est supérieur ou égal à 2, alors le degré de Q est égal au degré de P plus 1. Et puis après, on a si le degré de P vaut exactement 1, alors le degré de Q, le degré de Q, ça va être 0. Et si le degré de P égale 0, alors le degré de Q est égal à 1. Donc on a un truc très spécial qui se produit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que pour n'importe quel polynôme, le degré du polynôme qu'on obtient avec ce calcul, c'est le degré de P plus 1. Il y a quand même cette particularité-là, c'est si P est de degré 1. Bon, alors je vais vous faire la preuve de ce résultat quand même. Donc si je prends P, degré de P égale N. Ça veut dire que P s'écrit A fois x puissance N plus un polynôme R, d'accord? Donc qui correspondrait à un polynôme de degré inférieur strict à N. Le degré de R inférieur strict à N. Donc c'est un peu comme si je faisais une division euclidienne par x puissance N, si vous voulez. Et puis A, ça doit être un réel non nul. Bon, R étoile. Ok, alors que se passe-t-il si je fais ce calcul? X carré plus 1. Donc là, vous remarquerez que si je veux comprendre comment marche le calcul, j'ai pas besoin de garder R de x, j'ai juste besoin de savoir qu'est-ce qui se passe quand je calcule avec A fois x puissance N. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ce calcul? Bah, j'ai A fois x puissance N moins 1 fois N, donc j'ai un N qui intervient là, comme ça, hein. Moins x fois A fois x puissance N. Donc voilà, ça c'est ce que vaudrait Q de x donc si P de x est égal à A fois x puissance N. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, on simplifie ce qui se passe. Donc je vais avoir A, N fois A. Et puis bah, je vais peut-être rassembler tout de suite par rapport au puissant. Donc j'ai plus x puissance n moins 1 fois x carré, ça fait x puissance n plus 1. Là ici j'ai du x puissance n plus 1 aussi. Donc ça va faire du n fois A. Bon, je peux même écrire n moins 1 fois A. Donc n moins 1, parce que là il y a n fois A, puis ici on a moins A. Donc n moins 1 fois A fois x puissance n plus 1. Et puis après il reste le terme ici en x puissance n moins 1 qui intervient. Donc mon plus. C'est pas moins, c'est plus. Plus n fois A fois x puissance n-1. Voilà le polynôme que j'obtiens. Et donc vous vous rendez compte que si n égale 1, il y a un problème. Si par contre n est plus grand ou égal à 2, et bien a priori en effet le degré c'est bien n plus 1. Et donc c'est bien le degré de P. Mais il faut quand même justifier quelque chose, c'est que en effet si je prends un polynôme de degré inférieur à strictement à n, alors le résultat donne un polynôme de degré inférieur strict à n. Et c'est là où il faut faire un tout petit peu attention. Alors je suis juste en train de me dire que j'ai peut-être dit un truc trop rapidement. Oui, j'ai dit un truc trop rapidement. Si j'ai un polynôme de degré 1, pardon, c'est pas 0 ici, c'est 1. Voilà, je suis allé un peu vite. Donc c'est pas plus 1. De toute façon, c'est pas plus 1. C'est pas 0, c'est 1. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc, ok. Donc là, je viens de donner l'image de x puissance n. Hein. Vous voyez, hein, donc j'ai fait... Si vous voulez, là, ce que je viens de faire, c'est donc alpha de x
Si je veux, je peux oublier le a un instant. Donc l'image de x puissance n, c'est donc n-1 x puissance n plus 1 plus n fois x puissance n-1. Et donc on voit que si n égale 1, et c'est pour ça que j'ai mis 0, vous allez comprendre très vite pourquoi. Si n égale 1, bah, j'obtiens que alpha de x puissance n, et bien le n-1 disparaît, et j'obtiens juste un terme constant du coup, puisque donc le terme qui devait apparaître en x carré s'est simplifié, et là j'ai un terme en constante qui apparaît, et qui vaut juste 1. Donc alpha de x, ça donne juste 1. Et on peut le vérifier très rapidement. X carré plus 1, si on n'est pas convaincu, moins x fois x, et bien ça donne bien 1. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis degré de q égale 0, mais c'est pas ça que je voulais écrire. Bref, et puis l'image de 1, donc là si n égale 0, l'image de 1, bah, je vais obtenir moins x tout simplement. Donc voilà, donc là on voit les résultats, et donc bah, avec ces différents résultats, on conclut, et j'espère que vous êtes convaincus maintenant, on conclut en effet le résultat que je viens d'écrire. Et donc bah, là, avec les résultats en 0 et en 1, si on veut par une espèce de récurrence, mais bon on n'est pas obligé de faire une récurrence, on peut vraiment juste voir qu'est-ce qui se passe pour l'image de chaque élément de la base, et bien on se rend compte que l'image de r de x tout à l'heure, donc si le degré de r est inférieur à n, alors on va avoir le degré de alpha de r, son image, et ben ça va être inférieur à n plus 1. Donc ça veut dire que le résultat que j'obtiens, ça va bien donner, à condition que n est supérieur ou égal à 2, bien sûr. Donc pas de problème, à partir de supérieur ou égal à 2, c'est bien le degré de n plus 1 qu'on obtient. Bon, puis vous remarquerez qu'il y a un degré qu'on n'a pas atteint. Il y a des polynômes d'un certain degré qu'on n'a pas atteint. Et vous remarquerez notamment qu'on n'a pas atteint les polynômes de degré 2. Hein, donc si vous regardez bien, on n'a pas atteint le polynôme de degré 2. Les images qu'on obtient, c'est des polynômes soit de degré au moins 3, soit des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc voilà, et donc bon, je pense que vous pouvez vous douter, là je viens d'avoir une constante, donc on peut vraiment faire le tour des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. A priori, on pourrait faire peut-être le tour des polynômes de degré supérieur ou égal à 3, a priori, enfin, bon, c'est pas sûr à 100%, mais c'est peut-être possible. En jouant jusqu'à l'infini, je suppose que ça doit être ça, c'est en jouant jusqu'à l'infini, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais en tout cas, on n'a pas la surjectivité, étant donné qu'on n'a pas le terme en x carré, quoi. Donc ça veut dire que x carré ne peut pas être un... Donc, okay. Mince, j'ai effacé ce que je voulais pas effacer. Notre raisonnement nous amène... Ouais, parce qu'on peut pas réfléchir jusqu'à l'infini. Je suis en train de me dire, j'ai dit peut-être une bêtise là, je peux pas réfléchir jusqu'à l'infini, c'est pas possible. Enfin en tout cas, on peut pas s'amuser à faire des polynômes qui s'annuleraient petit à petit jusqu'à tendre vers plus infini. Ça... Là ici c'est des polynômes, donc on peut pas s'amuser à faire ce genre de choses. On peut pas, c'est pas des séries, c'est vraiment... Donc voilà, là je travaille vraiment avec des polynômes, je ne peux pas m'amuser à faire ça. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en effet, x carré ne peut pas être... Donc on remarquera, là j'efface le résultat, mais je vais écrire que... Suite au dernier résultat, on déduit que là, le polynôme x carré, ou même tout multiple de... Ouais, peut-être pas tout multiple. Juste le polynôme x carré, on va dire. Le polynôme x carré ne peut pas être dans l'image de alpha. Étant donné que les polynômes qu'on obtient, c'est des polynômes soit de degré inférieur ou égal à 1, soit de degré supérieur ou égal à 3. Donc, alpha n'est pas surjective. Et voilà en quoi cet exercice est vraiment, je trouve, très intéressant. C'est quand même assez curieux de voir que quand on réduit l'espace dans lequel on travaille, on se retrouve finalement à avoir une même fonction qui se comporte totalement différemment de ce qu'elle se comportait dans l'espace plus grand. D'accord ? Alors ce qui est important, c'est que oui, en effet, on a réduit l'ensemble des fonctions sur lesquelles on travaillait au départ,
Ce qui fait qu'on réduit l'ensemble des fonctions qu'on peut atteindre. Les fonctions qu'on peut atteindre, et donc du coup, parmi les fonctions qu'on peut pas atteindre avec juste les polynômes, les fonctions x carré par exemple, la fonction x carré fait partie des fonctions qu'on peut pas atteindre juste en utilisant des polynômes. Il faut avoir autre chose. Donc c'est vraiment... la morale de cette histoire, c'est vraiment de se rendre compte que voilà, suivant dans quel espace on travaille, on peut avoir vraiment des résultats différents. Et donc c'est pas parce que la fonction n'est pas injective dans une partie de l'espace qu'elle ne peut pas être injective dans une partie plus restreinte de l'espace. Bon, ça, vous pourriez vous en douter peut-être un petit peu, mais c'est quand même bien de le redire. Par contre, la chose plus surprenante, c'est que vous aviez une fonction qui était surjective, et en réduisant le domaine dans lequel vous travaillez, vous vous retrouvez avec une fonction qui n'est plus surjective. Ça quand même, je pense, c'est quelque chose d'assez assez intriguant. Et voilà, donc c'était ça la morale de cette histoire, en tout cas de cet exercice, c'était vraiment de vous montrer que l'étude d'une application linéaire peut vraiment dépendre de l'ensemble dans lequel vous travaillez. Et quand je dis vraiment dépendre, c'est pas juste une question d'inclusion qui amène à dire que les résultats qu'on avait sur l'étude d'un ensemble en particulier amènent à des résultats sur l'étude d'un autre ensemble plus petit, qui est inclus dedans. Vous voyez que ça ne marche pas. D'accord, ça ne marche pas. Et là, c'est parce qu'on joue sur les deux espaces, le début et l'arrivée. D'accord, donc le point de départ et l'arrivée. C'est vrai qu'on pourrait peut-être manipuler le point de départ ou manipuler le point d'arrivée pour réduire les choses, mais vous remarquerez que si on fait les deux en même temps, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on avait eu dans le grand espace. Bon voilà, sur ce, j'ai terminé Exocode, ce petit Exocode. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par la vidéo ou par le contenu de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce également. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Et j'espère que ça vous fait plaisir de voir des mathématiques, et notamment des mathématiques abordées comme ça en termes d'exocode. Donc je suis content que les choses avancent bien. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous!